RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Rebonjour Nicolas Legrand. Avec votre invité ce matin, on va faire un point complet sur la situation en Calédonie. Oui, notre invité ce matin, c'est le docteur Thierry de Grélan, qui est à la fois neurologue et président du CME, le conseil médical d'établissement du CHT. Bonjour docteur. Bonjour Gilles. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Une bonne nouvelle, on va peut-être commencer par ça. Un patient guéri, ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait développé la maladie et qui est aujourd'hui sorti d'affaires. Tout à fait. Tout à fait. C'est une bonne nouvelle. On en aura d'autres, beaucoup d'autres. C'est, je vous rappelle, une maladie dont on guérit dont on guérit extrêmement souvent, puisqu'on a plus de 95% des gens qui vont guérir. Donc voilà, même si c'est une maladie qui fait peur, c'est une maladie dont on guérit. Et nous, on se méfie des malades les plus fragiles, ceux qui éventuellement peuvent passer en réanimation, comme c'est le cas pour le malade que nous avons. Mais pour tous les autres, la guérison, ce sera le mot d'ordre. Est-ce que c'est une maladie grave, docteur ? Alors c'est une maladie extrêmement grave, vous l'avez compris, sur le plan épidémiologique, puisqu'on a un malade nouveau toutes les secondes, un mort toutes les 3 minutes. C'est une maladie gravissime parce que elle touche des gens fragiles dans le monde entier, sur toute la planète. En soi, à titre individuel, cette maladie, elle est grave parce que elle ne se manifeste parfois que par de très peu de symptômes, et que son potentiel de contamination, se répandre dans la nature est extrêmement facile au sein de la population pour cette maladie, qui est plus contagieuse que le rhume. Donc forcément, elle peut atteindre de manière pernicieuse beaucoup plus facilement des gens fragiles. Alors en Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'on pouvait s'attendre à une crise comme ça, et est-ce qu'on est prêt à la gérer ? Alors, s'y attendre, oui. Je vois qu'il n'y a aucun endroit au monde qui sera épargné par la maladie. On n'aurait pas pu y échapper de toute façon. Non, nous n'aurions pas pu y échapper. Ce serait très prétentieux de notre part d'imaginer qu'on serait le seul endroit au monde où il n'y aurait pas d'atteinte. Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on a été préparé ? Oui, on a, je crois, été l'endroit au monde où le confinement a été le plus rapide. Voilà, et on est prêt sur le plan des structures hospitalières en tout cas à affronter cette épidémie si elle s'aggravait sur le territoire. Il a fallu vous organiser très rapidement. Alors il a fallu s'organiser très rapidement, beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'organisation, beaucoup de soutien à notre administration. On est prêt déjà pour la phase suivante et on a prévu un plan d'organisation qui a toujours un coup d'avance. Alors votre plan d'organisation, justement, parlons-en. On avait une auditrice tout à l'heure dont vous avez un avis qui nous posait la question, ou un auditeur, les gens qui sont à Koné, pourquoi ils n'iraient pas à l'hôpital de Koné ? Pourquoi tout est centralisé au Medipôle ? Alors c'est une très bonne question. L'objectif, c'est de concentrer les forces pour lutter contre la maladie à un seul et même endroit, pour avoir l'expertise. Quand nos soignants sont formés je dis pas que à Koné ils ne sont pas formés pour ça, bien sûr ils le sont aussi, mais concentrer les forces, c'est aussi concentrer et pouvoir confiner le virus. En confinant le virus, on limite le potentiel de contamination des soignants, on limite le potentiel de contamination des autres malades. Nous, on a confiné le virus au sein du CHT, dans un étage, le 3e étage, qui est là où sont situés les malades actuellement, avec la possibilité de monter jusqu'à 56 lits, et tout le reste de l'hôpital est safe. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir des malades un peu partout, à la clinique, à Koné. Non, tous les malades sont au Medipôle, c'est le pôle positif de la maladie, et toutes les autres structures sont des pôles négatifs et nous envoient les malades potentiellement à dépister. C'est comme ça que font toutes les autres structures dans le monde. Ils s'organisent en polarité comme ça, négatif, positif. Concentrer les forces, c'est le mot d'ordre. Alors pour autant, si l'épidémie devait malheureusement se développer sur le territoire, vous avez déjà anticipé un certain nombre d'organisations différentes sur la clinique, les autres hôpitaux, etc. Comment ça fonctionnerait si, par malheur, le virus devait circuler sur le territoire ? Alors aujourd'hui, vous voyez qu'on a libéré un grand nombre de lits grâce à la clinique Guindomanin qui nous a pris les services de médecine à orientation pneumologique très rapidement. On a aussi envoyé nos patients gériatriques à la clinique cette semaine pour pouvoir, et la semaine dernière, pour pouvoir libérer ces malades loin de l'hôpital parce qu'ils étaient juste en danger, dans le sens où ce sont les malades qui potentiellement peuvent développer des formes graves. Donc voilà, on les a protégés. Aujourd'hui, ils étaient au 2e étage. Donc aujourd'hui, c'est le coup d'avance qu'on a, c'est qu'on a un service libre pour récupérer des malades si on a une aggravation exponentielle de la maladie. Et puis peut-être qu'on
l'aura pas, et peut-être qu'on aura pris un coup d'avance, mais on est très content de l'avoir fait. On a organisé l'hôpital de manière à pouvoir accueillir jusqu'à quasiment 200 malades atteints par le Covid-19, 50 en réanimation. Donc on a un potentiel énorme et tout le matériel qui va avec et tout le personnel qui va avec pour pouvoir accueillir cette maladie si elle se développe sur l'ensemble du territoire. Pour l'instant, on est prêt. Le confinement total, vous confirmez, c'est vraiment la solution ? Alors, c'est la solution pour le rhume, c'est la solution pour le coronavirus, c'est la solution pour les maladies infectieuses à transmission aérienne. Donc, effectivement, le confinement total, c'est la solution pour diminuer la circulation du virus. Aujourd'hui, on sait que la circulation est très faible. On ne connaît pas encore l'impact de cette réelle circulation, mais on sait qu'elle est très faible. Pour le savoir, j'appelle les Calédoniens à venir aux tentes de dépistage pour des infections ORL banales, pour des syndromes grippaux. Il faut qu'ils viennent se faire dépister pour qu'on sache si ce virus circule. Donc c'est quelque chose de très simple. Alors dites-nous comment ça fonctionne. C'est quoi un dépistage ? Qu'est-ce qu'on fait exactement ? Alors ça prend 10 minutes. Vous avez un rendez-vous, ça prend 10 minutes. Vous pouvez l'effectuer au CHN de Koné. Vous pouvez l'effectuer à Koumac et à Point-d'Imier, vous pouvez l'effectuer au Medipôle, sur rendez-vous. Vous ne serez pas en contact avec les autres malades. Vous serez accueilli par une équipe sympathique qui fera un prélèvement dans votre nez. Donc pour ça, il faut qu'il y ait quand même un écoulement. Il faut qu'il y ait quand même, vous voyez, il faut quelqu'un avoir qui n'a pas le nez qui coule. Quoi. Voilà, il faut avoir le nez qui coule. Donc vous serez prélevé en moins de 10 minutes, vous serez ressorti et vous serez contacté pour votre résultat. Donc ça permet... C'est juste un petit coton-tige qu'on vous met dans le nez, c'est ça, pour être précis ? On le met assez profondément dans le nez, pour être honnête, pour aller recueillir les sécrétions qui sont postérieures dans le nez, pour être sûr qu'on obtienne du virus. Ensuite, on analyse et on recherche le virus sur cette sécrétion. Donc c'est quelque chose de très simple, il n'y a pas de prise de sang. Voilà. On n'hospitalise pas tous les malades qui viennent se présenter, les gens ressortent. Voilà. Si votre état justifie une hospitalisation, bien sûr, on vous proposera l'hospitalisation, mais on ne garde pas les malades séquestrés à l'hôpital. Et c'est important que les gens viennent se faire dépister. On a une fréquentation qui diminue de manière très importante à l'attente. Nous, on est inquiets parce que on souhaite que les malades, toutes les personnes qui sont potentiellement contaminées viennent à l'attente. Et je sais qu'il y a des gens qui restent chez eux, qui ne veulent pas faire ce geste. C'est un geste citoyen, c'est un geste de solidarité, c'est un geste nécessaire. Alors pourquoi c'est important de se faire dépister et surtout éventuellement d'élargir ce dépistage ? Si vous vous faites dépister et que au sein de votre famille, on se rend compte que vous avez le virus, vous allez pouvoir éviter de contaminer les autres membres de votre famille. Vous allez pouvoir limiter le risque de contamination pour les autres personnes que vous rencontrerez. Et puis surtout, on va pouvoir vous prendre en charge. Effectivement, les patients malades sont tous hospitalisés au Medipôle. Ils sont surveillés par une équipe qui est rodée, qui s'occupe très bien des malades, comme vous avez pu le lire récemment dans la presse. C'est notre boulot de faire ça et je pense que c'est bien fait. Voilà. Ne pas se faire dépister, c'est prendre le risque de contaminer 2, 3, 4, 5, 6, 10 personnes et que l'épidémie prenne de l'ampleur en Nouvelle-Calédonie. Docteur, vous avez connu des situations de crise vous-même en tant que médecin sur des théâtres dans des pays qui étaient victimes d'épidémies telles que celle-là ? Alors, oui, j'ai été médecin militaire pendant 30 ans. J'ai quitté la Calédonie après mon bac et j'ai eu l'occasion de faire des missions comme tous les militaires. Et ma dernière mission en 2014 était en Guinée à Conakry pour le virus Ebola. Je travaillais dans un centre de traitement des soignants pendant 2 mois et demi à soigner des malades, à m'habiller de manière beaucoup plus drastique qu'on le fait aujourd'hui, puisque ce virus n'a rien à voir avec le coronavirus. Là, c'est le contraire. On décède dans 80% des cas. Alors là, il faut rappeler quand même que on guérit dans 80% des cas. C'est le contraire. C'est vraiment le contraire. Plus de 90% des cas de guérison. Donc voilà. C'est-à-dire que c'est compliqué parce que les gens se disent à la fois... au départ, on se disait c'est une maladie bénigne, c'est une petite grippe. Voilà. Aujourd'hui, on voit des morts partout. Et les gens disent c'est le virus Ebola. Non, c'est toujours une grippe pour 95% des gens, mais qui peut s'aggraver. Il y a des formes qu'il faut surveiller. Et par ailleurs, c'est le fait que la maladie se répande dans le monde entier qui fait qu'il y a tant de morts. C'est parce qu'elle a un pouvoir de contagiosité
contagiosité très important. Elle est plus contagieuse que le rhume. Qui d'entre nous n'a pas déjà eu le rhume ? Tout le monde. Dans toute la planète, tout le monde a déjà attrapé un rhume. Mais là, c'est en une fois l'ensemble de la planète qui attrape le coronavirus. Docteur, il y a un autre phénomène qui découle du premier, c'est qu'à l'hôpital, il y a moins de gens qui viennent se faire soigner, pas pour le coronavirus, mais pour d'autres pathologies. Alors, Et ça pose un vrai problème. Je vous remercie pour cette question fondamentale. Aujourd'hui, la fréquentation de l'hôpital a diminué de manière drastique, majeure. Les gens ne viennent plus se faire soigner à l'hôpital. Or, moi je suis neurologue, je suis des patients qui ont fait un AVC, qui ont des traitements. Nous craignons que les malades n'aillent plus chercher les médicaments à la pharmacie, même si la CAFAT a mis en place des moyens facilitateurs. Je crains que les malades qui ont des symptômes ne viennent pas consulter, soient faussement rassurés. On a une diminution du nombre d'infarctus, mais parallèlement, on a une augmentation actuellement, là depuis quelques jours, des cas les plus graves. Les gens ne viennent plus pour une petite appendicite, ils viennent pour une péritonite. Donc ils viennent avec le stade évolutif de la maladie déjà dramatique, et on risque d'avoir des conséquences sanitaires plus importantes aujourd'hui qu'avec le coronavirus, s'il reste à un niveau très faible, parce que les gens ne viennent pas consulter. Donc vous avez le droit de sortir de chez vous pour venir êtes en train de dire que la crise sanitaire pourrait être plus grave, non pas à cause du Covid-19, mais d'autres pathologies que les gens hésiteraient à venir se faire soigner. En tout cas, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Ce que je pense, c'est que on risque d'avoir une deuxième crise sanitaire. On le voit dans les autres pays, on le voit dans tous les autres pays, avec nos contacts aussi nous le confirment, puisqu'on est en contact en permanence avec des scientifiques de métropole et y compris d'Australie d'ailleurs. Donc on risque d'avoir des malades qui ne viennent pas consulter, des maladies chroniques qui s'aggravent, et dans quelques semaines, si les gens ne viennent pas consulter, je rappelle que l'hôpital est sécurisé, complètement sécurisé, que même si vous allez aux urgences, vous avez une filière à risque, une filière sans risque, et si vous venez parce que vous avez une douleur à la poitrine, eh bien vous serez pris dans la filière sans risque. Voilà. Donc c'est fondamental que les gens reviennent à l'hôpital. C'est vraiment le deuxième message du jour. Venez à l'attente vous faire dépister parce que c'est vraiment un geste citoyen important et qui va nous aider sur le plan épidémique. Et puis c'est important pour chacun d'entre nous, pour vos familles, pour vos tribus, dans vos clans. Mais c'est aussi important pour de venir à l'hôpital consulter, parce que sinon les maladies risquent de s'aggraver. On contacte les gens actuellement, les diabétiques, on les appelle. On appelle les femmes enceintes, on appelle en téléconsultation, on appelle ces malades-là. Mais parfois on n'arrive pas à les joindre, certains ne veulent pas venir. Les médecins généralistes disent la même chose, le taux de fréquentation des cabinets a considérablement diminué. Il faut aller consulter parce que les maladies, elles continuent. Elles continuent d'exister. Docteur, vous savez que le conseil scientifique se réunit ce matin, le conseil qui doit prendre la décision avec le haut-commissaire et le président du gouvernement de savoir si le confinement doit se poursuivre. On sait que vous les conseillez, vous conseillez le conseil, si j'ose dire. Alors, je ne fais pas partie du conseil scientifique, mais je travaille tous les jours avec eux. Ce sont des conseillers. Le conseil scientifique dépasse largement le cadre du Medipôle. Il y a d'autres forces qui participent de manière très pertinente d'ailleurs. Je pense que voilà, c'est un conseil. Les décisions, elles sont liées, elles sont celles du gouvernement. Donc on conseille et puis les décisions sont prises. Le conseil, ce sera que le confinement doit continuer ? Le conseil, je le laisse aux experts. Après, il est très probable que le confinement soit prolongé. C'est une décision qu'il faut peser dans toutes ses dimensions. Je ne peux pas vous donner la réponse aujourd'hui. Docteur Thierry Le Grélan, président du conseil médical d'établissement du CHT. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Merci beaucoup.